des financements autour des enjeux d'aménagement et de développement territorial. Du coup, l'intérêt de ce plan de programmation de financement sur plusieurs années autour des régions et des territoires infrarégionaux, ça rencontre les besoins qui sont identifiés par I4CE de pouvoir augmenter la part des investissements pour viser la neutralité carbone à l'horizon 2050. Sont les résultats des recherches menées par I4CE, notamment dans le cadre du panorama des financements climat, qui nous indique d'une part le niveau moyen d'investissement climat public et privé en France et le gap qui nous semble nécessaire à couvrir pour essayer de suivre, de rester dans une trajectoire ou de rattraper, parce qu'on n'est pas tout à fait dans la trajectoire, qui nous permettra de viser cette neutralité carbone. Et notamment, il y a un besoin important d'investissement public supplémentaire annuel de l'État, des collectivités, des gestionnaires d'infrastructures, des bailleurs sociaux, pour essayer d'aller chercher un effet levier également sur les investissements privés. Donc cette impulsion publique nécessaire actuellement, qui a été chiffrée de l'ordre de 9 milliards d'euros par an pour les années à venir et les augmenter par la suite encore, bah forcément, dès lors qu'il y a cette annonce sur les contrats de plan État-région à venir, il s'agissait pour nous de regarder quelle allait être la contribution de ces contrats de plan État-région par rapport à ces besoins de financement supplémentaires pour le climat. Du coup, voilà, les diapos passent avec un très léger décalage. Ces besoins, c'est ça, donc 40 milliards d'euros, dont finalement, à part dans la presse spécialisée pour les acteurs effectivement déjà engagés dans la négociation de ces contrats de plan État-région, on en parle relativement peu. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus dans les territoires des contrats de relance et de territorialisation et de transition écologique, pardon. L'objectif pour nous, c'était donc de questionner ces outils-là et de regarder comment ils pourraient contribuer à l'accélération des investissements en climat. D'une part, pour viser la transition bas carbone, contribuer à l'atténuation par la réduction des émissions de gaz à effet de serre du réchauffement climatique et également à l'adaptation des territoires aux impacts des dérèglements climatiques dans les territoires. Alors, quelques points de définition de cadrage. Qu'est-ce qu'un contrat de plan État-région? Je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. C'est un accord pluriannuel de programmation financière d'actions stratégiques ou prioritaires pour l'aménagement et le développement du territoire. C'est un outil de contractualisation, le principal, entre l'État et les différentes régions, et qui est mené via une négociation en région, c'est-à-dire que ce sont du côté de l'État, les préfets de région, avec les différentes administrations déconcentrées en région, qui préparent et qui négocient ces orientations, ces priorités et ces investissements avec le président du conseil régional et donc bien entendu les services du conseil régional et les institutions qui peuvent être associées. Une négociation qui se passe donc entre l'État déconcentré et les régions, mais généralement sur la base d'orientations nationales qui sont définies par le gouvernement en comité interministériel. Et c'est une négociation qui est finalement assez technique et relativement peu visible en dehors des acteurs qui sont engagés dans cette négociation. Notamment, en général, il y a un avis rendu par le Conseil économique, social et environnemental régional, le CESER. Il y a une procédure d'évaluation des incidences environnementales avec une consultation du public, mais de manière assez globale, pas une très très grande visibilité. Les préfets s'appuient sur la définition de priorité de l'État en région et du côté des régions, il y a un appui assez logique sur les schémas de planification stratégique, comme actuellement les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET, qui ont été définis et adoptés entre 2019 et 2020 pour l'ensemble des régions. Cet outil, le contrat de plan État-région, ce n'est pas un outil nouveau. Il existe depuis les années 80 dans le contexte de la
de l'acte 1 de la décentralisation et également de la constitution des régions comme collectivité territoriale dans les années 80. On a réindiqué dans ce petit graphique l'évolution des montants contractualisés, puis les périodes des différentes générations de contrats de plan État-région, juste pour les régions métropolitaines dans ce schéma. Ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, il y a eu une augmentation à peu près globale des crédits contractualisés, même si ce n'est pas corrigé de l'inflation, là, ce sont des montants nominaux qui sont indiqués ici. Et avec une augmentation notamment de la part investie par les régions dans ces contrats de plan. Initialement, il y avait un peu plus de l'État que des régions. C'était globalement un peu inversé sur les générations précédentes. On a mis également la moyenne annuelle en jaune ici parce que la durée de ces contrats de plan État-région est variable entre 5 et 7, voire 8 ans pour 2007-2014. Donc, il n'y a pas on est sur quelque chose d'assez souple en termes de programmation. Un point également qu'on peut souligner, c'est que cette préoccupation des gaz à effet de serre et du climat est véritablement apparue pour la première fois au moment de la négociation de la 4e génération de contrat de plan État-région 2000-2006. On était juste après la signature du protocole de Kyoto en 1998. Il y avait une montée de cette préoccupation-là. Et de manière continue, on va dire, la préoccupation développement durable ou transition énergétique et écologique a pris de l'ampleur en volume dans les montants contractualisés sur les 2 générations qui ont suivi. Alors, pour travailler sur cette étude, évidemment, les contrats de plan 2021-2027 étant en cours de négociation, on s'est tourné vers la génération précédente qui s'achevait, la génération 2015-2020, pour essayer d'estimer dans quelle mesure, effectivement, ce qui était prévu dans ce cadre-là était important au regard des secteurs clés de la transition bas carbone et de l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Sur 2015-2020, on a un peu moins de 30 milliards d'euros de financement État-région qui ont été contractualisés pour la période, dont, selon notre estimation, plus de 90% dans des secteurs clés pour la transition. Ces contrats de plan État-région étaient organisés autour de priorités définies par le gouvernement, de priorités nationales thématiques, qui étaient identifiées sous le terme de volets. Et on vous a indiqué ici la répartition par volet de ces montants. On voit tout de suite que plus de la moitié des montants qui étaient contractualisés dans ce cadre-là en 2015 portait sur le volet mobilité multimodale. Donc, évidemment, la mobilité, c'est un secteur particulièrement émetteur en gaz à effet de serre et qui était donc véritablement important pour nos sujets. Également un volet transition écologique et énergétique qui rassemble notamment des enjeux en termes de rénovation thermique de bâtiments, de production d'énergie renouvelable et par ailleurs autour d'investissements sur les questions de biodiversité et autres. Un volet territorial qui permet de soutenir les projets d'aménagement et de développement dans les territoires infrarégionaux. Un volet également enseignement supérieur, recherche et innovation, dont une part très importante concerne directement la question de la rénovation et la construction de bâtiments pour l'enseignement supérieur et la recherche, y compris pour le logement étudiant. Donc voilà les grandes masses ici. Globalement, beaucoup d'investissements pour des infrastructures, que ce soit des infrastructures ferroviaires pour des bâtiments qui vont durer plusieurs décennies et donc qui ont un enjeu particulier à ce qu'ils intègrent bien nos enjeux de transition bas carbone et d'adaptation. L'autre point pour lequel ces contrats de plan État-région nous semblent particulièrement importants à regarder, c'est parce que sur les 29 et quelques milliards qui avaient été contractualisés, plus de 15 milliards étaient engagés par les régions dans ce cadre-là. Et les régions sont des collectivités dont une grande part du budget porte sur de l'intervention, donc sur du financement d'actions. Et donc, on constate que plus de 25% des dépenses d'investissement des régions, d'intervention sur cette période,
se retrouvent dans ces contrats de plan État-région, ce qui est assez important en la matière, mais en plus, dans les secteurs qui nous intéressent particulièrement ici, sur les dépenses d'investissement des régions, notamment dans le ferroviaire, pour les investissements dans l'enseignement supérieur, pour l'environnement notamment, c'est d'une part 60% des dépenses dans le ferroviaire qui passent par les contrats de plan État-région, 80% des investissements des régions dans l'enseignement supérieur qui passent par ces contrats de plan État-région, et également 70% des dépenses d'investissement et de fonctionnement de la fonction environnement de leur budget général qui passent par ces contrats de plan État-région. Donc, tout ça plaide pour qu'il y ait un regard plus précis sur cet outil, parce qu'ils sont effectivement des outils importants pour l'atteinte des objectifs climat de la France et des objectifs climat des régions, puisque une grande part de leur capacité d'intervention se retrouve inscrite dans ces contrats. Donc, je vais passer le relais à Aurore pour rentrer plus sur la méthodologie et les résultats de l'analyse qui a été menée. Donc pour aller voir un petit peu qu'est-ce que contenaient ces contrats au regard du climat, comment ils prenaient en compte les enjeux climat, on a regardé la génération 2015-2020 et on l'a passé un petit peu au crible du climat. Quelques mots de méthodologie avant de rentrer dans les résultats de l'analyse. Donc elle est tirée de la méthodologie que certains connaissent peut-être déjà, d'évaluation climat du budget, qui a été développée par ICATSE et 5 collectivités partenaires. Donc c'est vraiment une taxonomie qui permet d'évaluer l'impact climat des différentes dépenses des collectivités au regard de l'adaptation et de l'atténuation. Il y a quelques limites à cette analyse qu'on rappelle aussi pour bien comprendre les résultats. C'est qu'on a analysé, et depuis même le début de la présentation, on parle des engagements qui ont été initialement contractualisés dans les contrats, c'est-à-dire qui ont été inscrits au contrat en 2015 et 2016 avec les avenants. Mais on ne parle pas des engagements qui ont été réellement exécutés, c'est-à-dire qui ont été réellement traduits dans le budget des régions ou de l'État. En fait, on manque d'informations sur ce qui a été vraiment exécuté et réellement financé. Du coup, on se base sur ce qui a été contractualisé. Et en fait, on sait d'ores et déjà que à cause de retard sur certains projets, de projets qui ont été annulés, notamment dans le ferroviaire, les engagements inscrits sont parfois un peu plus élevés que ceux qui ont été réellement exécutés. Donc voilà, le pourcentage d'exécution des volets varie un petit peu entre 50% pour le volet mobilité à 80-90% pour les autres volets, sachant que pareil, par région, il y a des différences sur la façon dont sont vraiment financés, exécutés ces engagements. Donc voilà, bien rappeler ça, on est sur les engagements contractualisés. La référence de la taxonomie utilisée, donc c'est la SNBC notamment, c'est sur ça qu'on se base pour voir si c'est très favorable ou moins favorable au climat. On a sous les yeux 5 catégories, on va dire, 4 grosses catégories et une cinquième un peu hybride. On reprend aussi dans ce qui a été fait par le budget vert, le CGODD et l'IGF dans le cadre de la budgétisation environnementale. On a donc la première catégorie très favorable, qui sont les financements qui ont un impact très positif sur le climat côté atténuation et qui permettent d'être compatibles avec une France neutre en carbone. On a les engagements plutôt favorables, les financements plutôt favorables, qui sont là à court terme, qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qui risquent à long terme d'être des verrous technologiques. On pense notamment au financement de bus qui roulent au gaz, par exemple. À court terme, c'est moins que les diesels, mais à long terme, ça émet toujours. Et aussi des secteurs qui aujourd'hui sont encore émetteurs, mais qui devraient être bas carbone, voire décarbonisés en 2050, comme on verra le fluvial et le ferroviaire non électrifié. Les financements neutres aussi, qu'on a peu regardé dans l'analyse, on n'y reviendra pas forcément, sont les financements qui n'ont pas d'impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Et les financements donc, défavorables aussi qui sont importants, les financements qui induisent une augmentation significative des gaz à effet de serre, donc complètement incompatible avec une France neutre en carbone. Et on a également une cinquième catégorie, enfin quatrième catégorie, un petit peu, qui est assez importante, notamment sur les contrats de plan État-région, qui sont les financements indéfinis. Ce sont les financements qui ont un impact a priori sur le climat, parce que dans les secteurs qui vont impacter les émissions de gaz à effet de serre, mais pour lesquels on manque d'informations, on manque de précision pour qualifier concrètement si l'impact est favorable, très favorable ou défavorable vis-à-vis du climat. Donc on a besoin de plus d'informations, d'une analyse plus précise pour préciser cet impact-là. Et au sein de cette catégorie, on a quand même à la manière un petit peu du budget vert, on a mis en valeur tous les financements qui étaient indéfinis au regard du climat, mais positifs pour le développement durable et l'environnement. Donc, c'est par exemple, on verra les financements de chartes de parcs naturels, de projets de biodiversité, etc.
Alors, voici un peu une grosse infographie qui est un peu la big picture des résultats de l'analyse climat des contrats de plan État-région. Ici, quelques messages clés à retenir. Donc, le premier, il est plutôt positif, c'est qu'il y a quand même 10 milliards sur les financements inscrits, 10 milliards, donc quasiment un tiers, qui sont très favorables au climat. Et c'est notamment parce que les CPER ont permis de financer les transports communs urbains du Grand Paris, c'est une grosse partie des financements favorables, mais également le transport ferroviaire en région, euh, aussi sur les lignes voilà, d'intérêt régionaux, les lignes de TER notamment. On a aussi, dans une moindre mesure, des financements en faveur de l'efficacité énergétique des bâtiments et des énergies renouvelables. On a également des financements plutôt favorables qui sont en grande partie pour le transport ferré non électrique. Donc voilà, un transport qui est aujourd'hui encore émetteur avec des enjeux de décarbonisation, notamment du matériel roulant. Autre message, c'est qu'il y a aussi à côté encore beaucoup d'indéfinis. Donc là, 7 plus 2 milliards, ça fait quasiment 9 milliards d'euros d'indéfinis. On est aussi sur environ un tiers d'indéfinis, dont 2 milliards donc, qui sont indéfinis mais favorables à l'environnement, en grande partie pour des projets de préservation de biodiversité et aussi liés à l'environnement, mais également des projets indéfinis dans plusieurs secteurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien sur l'infographie, les secteurs qui sont indéfinis sont des secteurs importants pour le climat, l'aménagement des territoires notamment, le renouvellement urbain aussi, la politique de la ville, qui vont vraiment façonner différents quartiers urbains. On a également des financements indéfinis en rénovation, en recherche et innovation numérique et aussi liés au bâtiment, avec un manque d'informations sur les mesures, enfin les projets, pour qualifier si on prend en compte ou pas la rénovation dans ces projets-là. Et enfin, dernier message, il y a quand même encore du défavorable au climat dans ces contrats de plan État-région. Ça représente 4 milliards, donc environ 15% des financements, et ils sont entièrement dédiés à la construction de nouvelles routes. On n'est pas sur l'entretien et l'aménagement, la sécurité des routes qui sont classées en neutre. On est vraiment sur des nouveaux aménagements routiers qui sont construits pour fluidifier le trafic, pour permettre d'avoir des meilleures conditions de circulation qu'on a classées donc en défavorable sur le modèle du budget vert. Voilà la grande image. Côté atténuation. Côté adaptation, on a aussi mené l'analyse qui est un petit peu différente. On a une méthodologie qui est en fait la première étape de la méthodologie d'évaluation climat du budget. On a en fait essayé d'identifier les dépenses qui étaient les financements potentiellement structurants pour l'adaptation, c'est-à-dire pour lesquels il est essentiel de se poser la question de savoir s'il faut prendre en compte l'adaptation dans ces financements, parce qu'ils vont ils vont être potentiellement impactés par le changement climatique et il faut donc se prémunir des impacts du changement climatique. Donc là, on voit qu'il y a 90%, enfin 26 milliards de financements qui sont potentiellement structurants pour l'adaptation, notamment parce qu'ils financent des infrastructures, des équipements qui vont potentiellement être impactés par le changement climatique. Et donc, voilà, la durabilité pourra dépendre de leur adaptation au changement climatique. Et donc, il est important de se poser la question de savoir si l'adaptation a été intégrée, doit être intégrée dans ces financements. Et pourtant, donc, malgré ce constat sur l'adaptation, on remarque qu'il n'y a quasiment aucune mention d'adaptation dans ces contrats de plan État-région. Elle est très peu explicitement prise en compte, donc c'est vraiment la grande absente des contrats de plan État-région 2015-2020. Un petit mot aussi, donc on a décliné, pour ceux que ça intéresse, qui travaillent éventuellement en région, on a décliné pour chaque région cette analyse, on va dire, générale sur les financements agrégés État-région. On l'a décliné par région. Donc on n'a pas forcément l'analyse qualitative qui va avec, mais vraiment cette image-là, l'analyse, où on rappelle les financements très favorables, défavorables, etc., la part État-région. Et puis on rappelle aussi en haut à droite comment sont réparties les émissions de gaz à effet de serre par secteur dans chaque région. Voilà, ça permet d'avoir quelques éléments d'analyse sur les contrats de plan État-région des régions actuelles. Pour terminer, les grands messages clés à retenir de l'analyse. Donc, on a 4 messages clés, dont un qui est assez concret sur ce qu'on pourrait faire de mieux dans les prochains accords pour intégrer l'atténuation et l'adaptation dans les financements. Donc, la première préconisation concrète, c'est on pousse donc ceux qui négocient et qui établissent ces contrats-là à réaliser vraiment une analyse d'impact climat des accords de relance régionaux qui sont actuellement contractualisés et des contrats de plan État-région 2021-2027,
un petit peu à la manière de ce qui est fait pour le budget vert sur le PLF 2021. Ça permettrait aussi d'assurer une transparence de ces outils-là, de savoir quel est l'impact sur le climat de chaque financement inscrit dans ces contrats-là. Et la deuxième préconisation concrète, on pousse pareil, ceux qui négocient les contrats État-région à développer des outils pour organiser un suivi de l'exécution de ces financements-là et de l'impact climat des projets inscrits dans les CPER 2020-2027. Voilà, pour avoir un meilleur pilotage, un meilleur suivi de ces contrats-là au regard du climat. Et le deuxième message aussi, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment de mieux prendre en compte l'adaptation, puisque c'est la grande absente des contrats précédents, et que pourtant, il y a des financements qui sont vraiment potentiellement importants pour l'adaptation. Les autres messages clés, c'est ce qu'on répète régulièrement à 4CE. Pour les investissements climat, c'est faire plus et mieux dans plusieurs secteurs, notamment mobilité, rénovation, etc. Et le deuxième aussi message, c'est qu'il y a de nouveaux secteurs qui vont être financés dans les futurs contrats. Ils vont être très différents des contrats précédents puisque chaque région a inscrit ses priorités. On a vraiment des contrats dont les priorités vont un peu diverger selon les régions. On aura notamment l'agriculture et l'alimentation qui vont être inclus dans ces contrats-là. Et donc, il faudra faire attention que les enjeux climat sont bien aussi intégrés dans ces nouveaux secteurs financés. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. On finit sur ces messages clés. Le rapport a donc été publié le 7 mai et est disponible sur notre site internet. Antoine, est-ce que tu... Merci. On n'est pas nombreux. Si Aude, vous êtes toujours là, vous pouvez poser votre question sur effectivement la question de l'adaptation au changement climatique, ce qu'on entend par là. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Euh, je trouvais juste que la formulation, je suis tout à fait d'accord avec le message, hein, c'est absolument essentiel de pouvoir prendre en compte l'adaptation au changement climatique. Juste que le message, il n'est pas très concret parce que je pense que le problème, c'est qu'actuellement, les porteurs de projets, ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire prendre en compte l'adaptation au changement climatique. Peut-être parler plutôt de prise en compte des impacts futurs du climat, ou enfin, voilà. Je suis d'accord sur le fond, mais sur la capacité de compréhension des acteurs. Enfin, si, ils comprennent le message, mais ils ne voient pas comment, enfin, ce que ça veut dire forcément et comment ils pourraient le faire. C'est vrai qu'on manque aussi de méthodologie et d'indicateurs pour pouvoir avancer un peu plus sur le sujet. Oui, bien C'est un de vos sûr. prochains champs de recherche d'ailleurs. Oui, c'est sur les chantiers de l'adaptation, effectivement, en interne, comme vous le savez bien, Aude, il y a notamment Vivian Despoès chez nous qui travaille particulièrement sur ce sujet et qui nous a appuyé un petit peu sur l'analyse finalement qu'on pouvait réussir à faire des projets. Pour bien comprendre, on s'est appuyé sur les contrats et les maquettes financières qui offrent une granularité de description de projets qui permettait d'appliquer notre taxonomie d'évaluation climat des budgets de manière assez fidèle. Mais sur la méthodologie adaptation, concrètement, on a regardé si d'une part, il y avait un enjeu adaptation qui était identifiable par rapport au projet qui était inscrit. Et c'est là qu'on dit que c'était pour l'écrasante majorité, potentiellement oui. Et d'autre part, si le terme adaptation ou intégration ou prise en compte des impacts du réchauffement climatique apparaissait dans les intitulés ou dans les descriptions des budgets, des projets, pardon, et c'est là qu'on se rendait compte que c'était totalement absent à ce moment-là. On voit dans les protocoles d'accord qui sont en cours de signature pour les prochains contrats de plan État-région que le thème est plus présent, mais il ne l'est pas tant que ça encore dans les accords de relance État-région qui ont été signés. Après, effectivement, selon les projets, la manière de prendre en compte, c'est extrêmement variable selon les lieux, les vulnérabilités, les sujets financés. Et donc, on n'est pas rentré plus effectivement dans ce rapport dans le détail. L'objectif étant effectivement de pouvoir orienter aussi les porteurs de projets vers les ressources qui peuvent les accompagner, le centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, le CRAC, etc.
Et dans ce rapport aussi, donc, les préconisations sur l'adaptation ne s'adressent pas forcément aux porteurs de projet, puisqu'en effet, il faudrait une étude à part entière et même plusieurs études pour pouvoir concrètement proposer aux porteurs de projet comment intégrer l'adaptation et les impacts du changement climatique dans leur projet. On a essayé plutôt de s'adresser aux financeurs que sont l'État et les régions, et en fait de voir dans quelle mesure est-ce qu'en tant que financeur, l'État et les régions ont aussi un petit peu la responsabilité d'exiger du porteur de projet de se poser les bonnes questions, et éventuellement voilà, de même poser les bonnes questions eux-mêmes sur l'adaptation. Et c'est aussi à ces financeurs-là voilà, d'avoir les exigences d'adaptation et de poser les bonnes questions, donc d'avoir aussi derrière l'expertise pour poser les questions ou au moins être alerte sur ces sujets-là. Donc c'est plutôt côté financeur qu'on a émis ces préconisations-là. Après, plus que porteur de projet. Merci. Alors, on peut encore prendre une question si vous le souhaitez. Et sinon, vous rappelez que le rapport et puis une petite présentation plus courte également disponible en ligne sur le site d'I4CE. Et on reste disponible pour répondre à toute question par mail autrement, sans aucun souci. Oui. Voilà. Bonne journée à tous et merci pour votre présence et votre attention. Merci.